Ah, salut à toi, cher sujet. C'est l'heure de retrouver notre cher prédateur préféré. Les lions ont un rugissement féroce. Non, pas celui-là. Cette rapidité est en grande Non, partie pas liée à celui-là. Macron Non, pas celui-là. Ah, celui-là. Après avoir fait un détour du côté du cinéma Pinard gauloise lors de mes 2 dernières vidéos, je reviens vers le cinéma hamburgers et bouclier anti-missile. Ça, c'est ma fusée. Une super occasion pour dépoussiérer un projet que j'avais commencé il y a quelques mois. Oui, je sais, j'ai un peu traîné avant de faire la suite de ma vidéo sur les 2 premiers films Predator. Mais bon, vous commencez à me connaître, je suis du genre à prendre mon temps. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Bien, on va parler de Predators... Oups, je vais enlever un S. Sinon, l'Arcom va me tomber dessus aussi vite qu'une chroniqueuse de France Inter sur un tout à volonté chinois. On les appelle les destructeurs de buffets. Bon, il suffit. On décale l'intro de cette vidéo et ça part déjà sacrément aux couilles. Il est temps de parler de notre cher Yojah dans un film que beaucoup ont oublié et qui n'est pas forcément mauvais en soi. Alors, installez-vous confortablement et parlons un peu de Predators. Predators, sorti en 2010. Réalisé par Nimrod Antal et produit par Robert Rodriguez. le mec qui a réalisé la saga Spy Kids et Sin City, donc une pointure à Hollywood. Fraîcheur des vifs. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert une anecdote intéressante sur Robert Rodriguez. D'ailleurs, le saviez-vous ? Le saviez-vous ? En 2015, Robert Rodriguez a réalisé un mini-film promotionnel avec comme tête d'affiche John Malkovich. Le produit mis en avant est une bouteille de la marque Louis XIII détenue par la maison Rémy Martin. Dans la bande-annonce, on y voit nos héros ouvrir un coffre dans le futur, révélant à l'intérieur la bouteille de cognac en question. De quoi parle le film, vous me dites ? Bah je ne sais pas. Eh oui, le film a été réalisé il y a plus de 11 ans, mais sa date de sortie est prévue pour 2115, c'est-à-dire 100 ans après la fin de la réalisation du film. 100 ans comme le temps nécessaire pour concevoir une bouteille de cognac Louis XIII. Ah, c'est pour ça que le film s'appelle 100 ans, le film que vous ne verrez jamais. Comme quoi ? Alors, incroyable cette anecdote, non ? J'en ai rien à foutre. Ah. Bon bah revenons à Predators. L'idée d'un retour de notre chasseur préféré traînait dans la tête de Rodriguez depuis un bail. Il a imaginé dans les années 90 un scénario se déroulant sur la planète des Yojah avec un retour du personnage de Dutch joué par notre Arnold. Sauf que Predators 2 n'a pas rencontré un grand succès et ça a refroidi la Fox de faire de nouveaux films Predators. Ils ont préféré se concentrer sur deux crossovers Alien vs Predator sortis dans les années 2000. Et comme ces films ont rapporté des sous-sous dans la popoche, eh bien la Fox a accepté de relancer l'idée du script de Robert Rodriguez. Malheureusement, le budget ne sera que de 40 millions de dollars pour le film, ce qui est très faible, mais pour les standards de l'époque. Il sera réalisé à Hawaï pour les parties extérieures et terminé dans les studios Troublemakers, les studios de Robert Rodriguez. Mais ça raconte quoi Predators ? Le film commence de manière brutale. Plusieurs individus, qui ne se connaissent pas, reprennent connaissance en pleine chute libre. Ils atterrissent dans une jungle dense et hostile qu'ils ne reconnaissent pas. Très vite, ils réalisent 2 choses perturbantes. En 1, ils sont tous des prédateurs dans leur propre monde, c'est-à-dire des mercenaires, des membres de cartels, condamnés à mort, tireurs d'élite, agents des forces spéciales, étrangement pas de gitans. 2, ils ne sont pas sur Terre, mais sur une planète qui sert de réserve de chasse. Mené par Royce, joué par Adrian Brody, le groupe doit mettre de côté sa méfiance mutuelle pour survivre. Ils comprennent rapidement qu'ils ont été sélectionnés et parachutés là pour servir de gibier à une race de guerriers extraterrestres. Parlons un peu du casting. Pour le dire de manière élégante, il est tellement diversifié qu'il donnerait une mimole à un producteur bossant chez Disney. On a Danny Trejo, qui joue le rôle d'un membre de cartel mexicain. Le cartel d'ailleurs s'appelle Los Zetas, et il a vraiment existé. J'ai rien à dire sur ce bon vieux Danny. Même s'il n'apparaît pas très longtemps dans le film, il dégage toujours cette aura indescriptible. Il a une tête à vendre de la cocaïne ou des faritas. D'ailleurs, le plus drôle, c'est qu'il a vraiment vendu des faritas Old El Paso. Non mais on peut pas trouver plus cliché que ça. Mais quoi que vous fassiez, faites comme vous voulez. Barquitas Old El Paso. On a non, je déconne, Marshall Ali, qui joue le rôle d'un soldat du Front Révolutionnaire Uni, une organisation sierra-léonaise qui, elle aussi, a vraiment existé. Luis Ozawa Shanksien, qui joue le rôle d'un yakuza silencieux, Enso. Luis Ozawa reviendra d'ailleurs en 2025 pour faire les voix des frères japonais dans le film animé
Predator, Killer of Killers. On a Alice Braga, la seule femme du film, dans le rôle d'Isabelle, un sniper des forces israéliennes. Et je la trouve très sympa dans son rôle. De prime abord froide, elle apporte sa petite touche d'humanité vers la fin. J'aimerais dire autre chose sur elle, mais j'avoue avoir du mal à me concentrer. Mais on a aussi quelques white, quelques blancos. On a Stans, joué par Walton Goggins, un condamné à mort responsable du meurtre de 38 personnes, mais aussi de quelques rapports non consentis. Bref, un mec très sympatoche. On a Nikolai, joué par Oleg Taktarov, un gros tchétchène énervé qui se balade avec son minigun. Et j'aime beaucoup ce personnage, c'est la définition de la force tranquille, du géant docile. Et il a aussi un côté humain, notamment dans la scène où il montre la photo de sa fille. Et surtout, on a enfin un mec de l'Est qui n'est pas un vieux cliché de soviétique qui veut détruire capitalisme avec livres rouges et grosses mitraillettes. On a... lui, un médecin qui semble être l'intrus parmi cette bande de joyeux galopins. En effet, le mec est complètement paumé et il est du genre à fuir le conflit. Et spoiler en approche, ce mec, c'est le méchant. Et le twist est complètement nul, il sort un peu du trou de balle. Le gars en un instant passe du faible sans défense qui a besoin d'aide à tout à coup... Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Bref, un véritable gâchis. Mais je développerai son cas un peu plus tard dans cette vidéo. Et on a Royce, joué par Adrian Brody, notre personnage principal. Et oui, je vous vois venir, bande de petits polissons. Vous allez me dire... Mais que fait le pianiste dans un film Predator? Regarde comme il est chétif. Il a la carrure d'un mec qui part en camp de vacances en Pologne. Bon, j'entends bien l'argument. Après tout, on passe d'un héros qui ressemble à l'archétype d'un arien musclé à sa proie. Et pourtant, je le trouve plutôt crédible dans ce film. Voici les deux raisons. La première, c'est que physiquement, Adrian Brody a pris un peu de muscle pendant le tournage du film The Experiment. Et même s'il n'est pas taillé comme un bodybuilder tel qu'Arnold, regardez-moi quand même cet aura tchadesque. Ah, voilà enfin le roi de la place. Même si j'avoue faire une fixation sur son nez. T'as pas vu ton pif, hein? La deuxième raison, l'argument comme quoi il ressemble à un rescapé d'un ghetto de Varsovie n'est pas recevable. Parce que si Royce considère que la planète des Predators lui a été promise il y a 3000 ans, bah ça fait de lui automatiquement le personnage le plus dangereux du film. Tiens, c'est étrange, il est 2h du matin, il fait déjà jour. C'était juste une blague. Et enfin, on a Lawrence Poisson Brûle. Pardon, Fishburne. Non, ça marche pas, il y a un E à la fin. Désolé. Il joue le rôle d'un homme qui est sur la planète depuis au moins 7 ans. La traque continue l'a d'ailleurs rendu complètement zinzin. Et je vais pas aller par 4 chemins, il est très mauvais dans ce film. Je ne pense pas que ce soit de son fait parce que Fishburne a quand même un sacré CV à Hollywood. Il joue le cliché du mec fou qui parle avec ses amis imaginaires et qui devient méchant pour aucune raison. Et il en fait des caisses, ça en devient ridicule. Non mais puis regardez son bit de couscoussier, bordel. La couscous. Vous pensez vraiment que ça fait 7 ans qu'il vit en mode survivant caché sur une planète alien? Bref, pas un film qui lui rend hommage. Bon, mon avis sur le film va se résumer en 2 mots. Potentiel caché. L'idée qu'une bande de dangereuses personnes qui doit se serrer les coudes pour s'en sortir est super. On a à la fois cette appréhension des prédateurs qui rôdent dans les parages à la recherche de trophées, mais le danger vient aussi de certains humains dans le groupe. Ce qui aurait pu renforcer ce côté paranoïa constante que nos héros doivent subir pendant le film. Autre chose, même si on sait très bien que ceux qui chassent nos personnages sont des prédateurs, non sans déconner, c'est le titre du film. J'aime que le film attende la 45e minute avant de nous révéler les prédateurs. Nous spectateurs savons déjà ce qui se passe. Par contre, nos personnages, eux, sont complètement à la rue. Et en quelques scènes, le film donne quelques informations aux personnages sur la situation. Par exemple, on apprend dans une scène que le groupe est composé de personnes très dangereuses, sauf le médecin, ce qui apporte une certaine tension et en même temps une part de mystère. On apprend aussi qu'ils sont sur une planète alien et non sur Terre. Et enfin, on apprend qu'il y a des prédateurs prisonniers, ce qui était inédit pour l'époque. Ça renforce le lore du Predator, puisqu'on comprend que, comme chez les humains, les Yoja ne forment pas qu'un seul bloc, et que nos héros sont poursuivis par un groupe de renégats prêts à tout pour les choper. Ce qui change drastiquement des Yoja qu'on a vus dans les films précédents. Tiens, ça tombe bien, parlons des Predators. J'adore leur design, sans déconner. Surtout le boss final avec sa mâchoire en squelette. D'ailleurs, j'ai pas reconnu l'animal. Je pensais que c'était un requin au début, juste parce que ça me faisait rire d'imaginer le Predator piquer une tête
planète pour aller taper sur du squale dans les eaux malgaches. Je t'explique, hein, j'ai une dent de requin qui vient de Madagascar. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est. Et mettez un petit j'aime au passage, ça fait du bien aux bourses. S'il vous plaît. Puis le combat entre le Yakuza et le Predator est juste génial. J'adore cette scène, y a rien à dire. Mention spéciale aux deux acteurs pour cette scène épique. L'un était torse nu alors qu'il faisait un froid de coin-coin au Texas, là où ça a été filmé, et l'autre ne voyait strictement rien dans sa tenue de Predator. Enfin, le fait qu'il y ait des tensions entre Yoja, que Royce va exploiter, rend le récit très intéressant. On a d'un côté des humains qui ont tous commis des meurtres, et de l'autre des Yoja qui ont été bannis de l'ordre des Predators parce qu'ils agissent sans honneur. La confrontation était vraiment inédite. Pour moi, le film sur le papier est excellent, mais il manque profondément d'ambition. Déjà, son budget était restreint, donc Antal et Rodriguez n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Et ensuite, je trouve que le film ressemble plus à un remake du 1 sans s'assumer, ce qui est dommage, car il en perd son identité. À lui tout seul, il est unique pourtant, mais il essaye de se raccrocher à la source originale, et quelquefois aux dépens de la cohérence scénaristique. Je vais vous donner un exemple. Dans le premier Predator, alors qu'il est le dernier survivant, Dutch sort en rampant d'une rivière, ce qui le couvre de boue sur tout le corps. Il est complètement acculé, prêt à accepter sa mort face au Yoja qui lui fait face. Sauf que, et ça le public l'apprend en même temps que Dutch, le Predator ne le voit pas et repart à la chasse. Dutch alors réalise que se recouvrir de boue est la solution pour se camoufler et rester invisible face au Predator et à sa vision thermique. Et, détail important, ça arrive complètement par hasard puisqu'il se retrouve enduit de boue en sortant d'une rivière alors qu'il rampait au sol. Une fois l'information en tête, il décide d'attirer le Predator dans une zone remplie de pièges qu'il aura installés en amont. Et on voit qu'il exploitera cette faiblesse à fond les ballons pour prendre l'avantage sur le Predator. Et ça ne marchera pas puisque le Predator finira par le choper. Néanmoins, il va récompenser Dutch en lui offrant un combat mano à mano, admettant avoir été mis en difficulté et qu'il trouvera ça plus honorable de le tuer à main nue. Sans une ligne de dialogue, tu as un respect mutuel qui s'installe entre les deux personnages et les images parlent d'elles-mêmes. Sauf que Predators voulait rendre hommage à cette scène en proposant lui aussi un combat final, qui commençait bien car le Predator se retrouve piégé par des explosifs cachés dans le corps d'un des membres de l'escouade qui est tombé plus tôt dans le film. Bonjour Aboubacar. Ça j'ai adoré, ça montre que Royce peut être aussi vicieux que ses Predators, qu'il est prêt à tout pour gagner. Malheureusement, Royce débarque recouvert de boue et allume des feux partout pour cacher la vue du Predator. Bon, vous allez me dire, c'est la stratégie de Dutch après tout. Oui. J'ai une question. Comment dans le film il en est arrivé à cette conclusion? Il n'y a pas une scène où il découvre le point faible des Predators. Ok. Il y a une scène où Isabelle dit à Royce qu'elle a entendu parler d'une histoire d'un soldat dans les années 80 qui aurait dégommé un Predator en utilisant des techniques survivalistes. Évidemment, elle parlait de Dutch de Predator 1. Mais ça s'arrête là. Donc j'ai le sentiment que ça a été complètement catapulté, ce qui rend Royce complètement cheaté lors du combat final, et j'ai beaucoup plus de balles à rentrer dedans. On a le sentiment que le film a rushé sa deuxième partie juste parce qu'il n'avait plus assez de temps. Et quand je parlais de potentiel gâché, on n'a pas beaucoup de scènes où la tension est censée atteindre son paroxysme entre les personnages. Parce que le film ne prend pas le temps de développer tout ça. On a quand même dans le lot un condamné à mort pour meurtre et VIO. Oui, désolé pour cette censure, mais selon YouTube, tuer serait moins grave que... Et il y a une fille en plus dans le groupe. Pourquoi ne pas exploiter ça? Le mec s'en fout, il sait qu'il va mourir. Imagine, il l'aurait harcelé pendant tout le film. Ça aurait pu être une tension ultra grandissante. Et réaliste en plus. Et justement, à ce propos, je vous ai dit que je reviendrai sur le personnage du médecin, car son cas est très criant. Comme vous le savez déjà, à la fin du film, Edwin, oui c'est le nom du médecin, et d'ailleurs il est joué par Topher Grace, dévoile sa vraie nature et se révèle être un tueur en série. Et j'ai été probablement un peu dur avec son twist. En soi, la révélation comme quoi il est en réalité un serial killer fonctionne. Le souci, c'est que j'ai l'impression que c'est téléphoné dès le départ. Et jamais j'ai eu un doute qu'il n'ait pas été choisi par les Predators par hasard. Pour moi, ça aurait été plus pertinent si Royce l'avait interrogé plus longuement sur son cas pendant l'aventure, essayant de comprendre ce qu'un docteur lambda faisait avec une bande d'assassins fichés à l'international. D'ailleurs, il aurait pu garder sa couverture en lui avouant être un médecin responsable d'administrer des euthanasies dans son hôpital. Et on aurait pu imaginer que c'était une simple erreur des Predators, mais qui aurait pu être logique, rendant son twist final plus surprenant. Tu mets cette scène-là, et le film aurait pu davantage pousser le spectateur, et Royce par la même occasion, à moins se méfier d'Edwin.
je pense que le film aurait mérité une 20aine de minutes supplémentaires, car sa première partie est très efficace, te met dans l'ambiance, alors que la deuxième, elle ressemble à un film d'action rushé pour atteindre sa durée autorisée. Le film reste quand même sympa, je trouve. Il est pas aussi mémorable que les deux premiers, surtout le 1, mais il reste quand même bon. En termes de résultats, il s'en sortira avec environ 127 millions de dollars au box-office, ce qui est tout à fait encourageant. Mais pas assez pour convaincre la Fox de relancer la franchise. Il faudra donc attendre 8 ans pour que notre prédateur préféré revienne avec... ça. Bon allez, à dans 6 mois. Bye, bitch! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. C'était le Roi Grenouille. Et bon vent.